Et je suis maintenant en compagnie de Denis Gancel. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur de l'agence W. Vous publiez Lettres d'adieu au marketing. C'est aux éditions Télémac. Donc, si je comprends bien, le marketing est mort. Ce marketing-là, il est mort. Oui, effectivement. D'abord, il faut dire les choses. Moi, j'adore le marketing. J'ai appris le marketing, j'ai exercé le marketing. Et le marketing, honnêtement, a été un outil génial. Sauf que comme tout génie, c'est un génie qui est sorti de la lampe et qui n'y revient pas. Il a tellement bien marché, il a tellement rempli son office qu'on est passé de la consommation à l'hyperconsommation. Et beaucoup des dérives de l'hyperconsommation que l'on constate aujourd'hui sont liées à la technique marchande qu'est le marketing, qui, je vous le rappelle, a été inventé après-guerre avec un objectif très particulier qui était de relancer la consommation quoi qu'il en coûte, et notamment pour accompagner les marques anglo-saxonnes dans le cadre du plan Marshall. Ça a super bien marché. Voilà. Ça a rempli son objectif. Mais oui, ça a super bien marché. La question que nous posons avec Gilles Deléris, qui est votre cofondateur, co-auteur de l'ouvrage, c'est de dire, puisque nous rentrons au début d'un nouveau siècle, est-ce que nous allons rentrer dans ce siècle avec une technique qui date et qui a marqué positivement le siècle précédent? Et c'est ça la question que nous posons. En disant, il y a urgence, parce qu'aujourd'hui, les attentes du consommateur sont différentes, les attentes de la société sont différentes, qu'il va falloir, surtout depuis le Covid, relancer la consommation, mais il va falloir la relancer tout autrement. C'est ça la question. C'est comment, si on la relance comme autrefois, ça ne va pas bien se passer. Voilà. Et donc nous, pour fixer les idées, nous ne sommes absolument, ni Gilles ni moi, en faveur de la décroissance. D'ailleurs, au passage, on a vu avec le Covid que la décroissance, c'est le chômage, c'est la récession, oui, non, mais c'est intéressant de le souligner, parce qu'effectivement, on tombe vite dans... Non, oui, et puis il y a des gens comme Jean-Marc Jancovici qui plaident pour la mise au régime de tout le monde, etc. Il a des raisons pour le dire. Nous pensons que oui, il va y avoir un déficit énergétique subi, mais nous devons trouver tous ensemble, et c'est un magnifique défi, notamment pour les nouvelles générations, on doit réunir les conditions d'une nouvelle croissance, beaucoup plus responsable, et sans doute, peut-être allons-nous en parler, d'une nouvelle communication et de nouvelles stratégies de marque. Justement, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la jeunesse de votre livre, avant qu'on aille plus profondément dans le fond. Vous avez écrit ça pendant le premier confinement, et en fait, ce sont vraiment des lettres. Vous avez correspondu avec votre cofondateur et avec vos équipes aussi. Oui, alors on ne se prend pas pour la marquise de Sévigné, mais en fait, on s'est dit, mais finalement, il y a un genre très ancien, très peu utilisé, qui est le genre de la correspondance, et ça nous a amusé, une sorte de vintage approche, ouais, de relancer le thème de la correspondance, puisque Gilles et moi avons cofondé W il y a 22 ans, on n'a jamais été séparés pendant 22 ans, sinon par une vitre, et on s'est dit, mais finalement, puisque nous sommes séparés, nous allons nous écrire, puisqu'on a eu la chance de faire déjà 3 livres ensemble. Eh bien, celui-ci, c'est un livre de correspondance qui, je tiens à le souligner, a associé tous les managers de l'agence. Ça a été aussi une façon d'abord de... Vous savez, le confinement a été marqué par le fait que les espaces ont été inversés. Autrefois, on n'avait pas de temps et beaucoup d'espace. Et là, on a eu plus d'espace, puisqu'on était confinés, et on a récupéré du temps. Eh bien, on a mis à profit ce temps-là pour essayer, non pas de façon prétentieuse, réfléchir au monde de demain, mais en tout cas balayer devant notre porte et de réfléchir à nos pratiques, l'organisation de nos agences, parce que ce serait un conte de dire que tout le monde doit changer sauf nous, ouais, et d'essayer de faire un travail un peu introspectif pour une remise en cause profonde de nos pratiques et de nos métiers. Mais j'ai l'impression quand même que ce travail de réflexion que vous engagez là, il est plutôt commun à l'ensemble de la filière. Il y a d'ailleurs des états généraux de la communication, et je crois que vous voulez inscrire votre bouquin dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui fait que la filière est arrivée à ce point-là de questionnement ? Alors d'abord, nous participons aux travaux de la filière. Moi, je fais partie des commissions et je trouve que le travail engagé est formidable, que ceux qui s'en occupent le font de façon formidable. Et ces lettres d'adieu sont versées aux États généraux, vraiment, comme une contribution qui se veut la plus constructive possible. Ouais. Mais nous disons assez fermement, dans le cadre de ces travaux, qu'il faut revoir les choses de fond en comble. Et le principal défi, pour qu'on se comprenne bien, c'est en fait un défi de changement. Il faut changer la consommation. Je vous donne des exemples. Darty vient d'annoncer qu'il développait un système de réparation à l'intérieur et des stands de réparation dans l'intérieur des magasins. Nous sommes dans une logique de réemploi des produits. La location se développe. Tout ce qu'a prédit Rifkin est en train de se passer. Il faut qu'on invente l'imaginaire qui va avec cette nouvelle économie et qui va avec ces nouveaux usages, ces nouvelles expériences. Pour l'instant, on ne l'a pas. Il nous faut l'inventer. Et puis, j'allais dire, pour le dire simplement, le marketing, entre guillemets, superficiel, qui consiste à absolument vouloir vendre des produits dont les gens n'ont pas besoin, en affichant des différences qui n'existent pas vraiment, est un marketing qui doit définitivement disparaître. C'est pour ça qu'on a pris ce titre un peu provoquant.
et que les États généraux font un travail formidable qui, je tiens à le dire, réunissent pour la première fois les médias, les annonceurs, c'est-à-dire les clients et les agences, pour bien montrer que oui, il y a une remise en cause profonde du modèle qui va nous prendre pendant plusieurs décennies. Il ne faut pas croire que ça va se faire en un soir, mais c'est un enjeu enthousiasmant, je le dis, pour les jeunes générations. Vous savez qu'on fait un métier qui attire énormément de jeunes. C'est encore vrai, ça ? Mais oui, c'est absolument vrai. Il y a 50 000 jeunes qui sortent des écoles de communication par an. Voilà. Il y a près de 250 000 jeunes actifs qui travaillent dans nos métiers. Nous sommes une des professions qui attire le plus de jeunes en France. Est-ce que tout est acheté dans le marketing ou finalement il y a quand même des choses qu'on pourra garder ? Non, vous avez raison, certainement pas. Certainement pas. Il y a des choses formidables dans le marketing, en particulier la connaissance des publics. Simplement, le marketing s'est beaucoup concentré sur la connaissance des consommateurs. Il n'y a pas que les consommateurs aujourd'hui, il y a toutes les parties prenantes. Et c'est ça la différence. On peut avoir une vision assez péjorative du marketing en disant finalement le marketing a marqué les 30 Glorieuses et a servi les entreprises et les actionnaires. Point. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que ça doit continuer de servir l'entreprise, ça doit continuer de servir la croissance et la performance. Et moi, je suis un libéral, j'aime que les entreprises soient performantes et fassent des résultats parce que c'est la garantie de la liberté. Mais aujourd'hui, le marketing ne peut plus être autiste. Et il y a un danger, je termine, il y a un danger, c'est que du fait des data et des technologies, que le marketing ait la tentation de récupérer le consommateur par la connaissance de la data. Voilà. Ça ne va pas. Il faut inventer autre chose. Nous l'appelons le contributing. Donc on est passionné par le contributing, qui est un mot plus humble que le marketing, plus large. Mais ça veut dire quoi concrètement le contributing, Denis ? C'est très simple, c'est qu'en langage domino, c'est un double 3. Alors voilà, 3 c'est quoi ? C'est d'une part 3 questions. En quoi mon secteur peut contribuer favorablement à la société, à l'environnement, comment mon entreprise peut contribuer, comment ma marque peut contribuer. Et nous aidons les entreprises en 3 étapes. S'écouter en profondeur, parce que la vérité, en réalité, des contributions, elle est au fond des entreprises, dans l'ADN des entreprises, ce qu'on appelle en France la raison d'être. On les aide à se projeter. Tous les jours, on est frappé de voir qu'on aide nos clients à faire des futurs off, c'est-à-dire de la vraie prospective. Avec le raccourcissement de tous les délais, donc les plans à 3 ans, les résultats trimestriels, on a perdu de vue le moyen et long terme. Nous les aidons à faire des futurs off à 15 ou 20 ans. Parce que c'est ça. Mais c'est possible ça aujourd'hui, se projeter à 15 ou 20 ans ? Mais bien entendu. Non, mais quand je vois l'incertitude dans laquelle on règne aujourd'hui, c'est... Mais bien entendu, à condition qu'on utilise des outils qu'on a à notre disposition, qui sont les outils de l'imaginaire. Et c'est passionnant à faire. Je peux vous dire qu'on vient de faire un Future of Sport. Toute l'industrie du sport nous demande ce Future of Sport. Où on avait prédit d'ailleurs que peut-être demain, il y aurait des stades sans public. Parce que tout le monde serait sur son smartphone en train de parier sur les joueurs. Il faut absolument héroïser les signaux faibles que l'on peut voir. Et puis le dernier point, la dernière étape, c'est s'engager. C'est-à-dire que chaque entreprise aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est les clients qui le disent. Et c'est là où c'est intéressant. Il ne s'agit pas de philanthropie. Il ne s'agit pas de managers qui ont vu la Vierge et qui d'un seul coup se disent qu'il faut faire les choses différemment. Il faut faire les choses différemment parce qu'il en va de l'intérêt de l'entreprise. C'est son intérêt objectif. Parce que ce qui va se jouer, c'est son acceptabilité sur le marché. Celles entreprises qui seront au rendez-vous de cet engagement positif, sociétal, sur le moyen et long terme, seront saluées par les consommateurs, encouragées par les consommateurs. Celles qui pensent que pas vu, pas pris, pas la peine de se faire prendre par la patrouille et ça va passer, ça ne passera pas. Mais les entreprises, elles sont prêtes à vous suivre sur ces thématiques-là ? Alors, si on en croit, vous savez qu'on a lancé un cabinet de conseil qui s'appelle Contributing Advisory. Si on en croit les premiers résultats, depuis plus d'1 an et demi, on l'a lancé avant le Covid, on est frappé de voir que on est extrêmement attendu. Notamment parce qu'on n'est pas concurrent des cabinets de conseil classiques, que tout le monde connaît, c'est que nous avons à notre disposition un outil particulier qui est l'outil de la créativité. Voilà. On le disait tout à l'heure, si vous me permettez hors antenne, nous avons affaire aujourd'hui dans l'entreprise à un corps social qui est fatigué des changements où c'est reboot année paire et reset l'année impaire. Ouais. Et aujourd'hui, il faut redonner les moyens à cet interne d'être enthousiaste, de construire un peu son avenir. Et pas simplement pour refaire du cost-cutting, mais pour retrouver des marges de manœuvre et une contribution positive. Mais c'est valable pour effectivement beaucoup de grandes boîtes qui sont en train de transformer leur modèle et qui font ce travail sur elles-mêmes. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques qui naissent comme ça, qui sont, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais responsive by design. Je pense à beaucoup de start-up notamment. Alors, est-ce qu'elles vont encore avoir besoin de vous ? Les entreprises les plus en pointe de ce dont je viens de vous parler sont les start-up et les ETI, notamment en région.
Ouais, c'est intéressant, d'ailleurs. Parce qu'en région, vous ne pouvez pas faire pas vu, pas pris. Parce que quand vous êtes, je prends un exemple d'une société pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui est Somfy, dans le bassin de l'Arve, qui est à Cluse, c'est impressionnant de voir le rôle sociétal d'une entreprise comme Somfy dans le bassin du décolletage. Eh bien, on est frappé de voir que, sans doute, le CAC 40 aujourd'hui est en retard par rapport à ses idées. Il est en retard par rapport à ses contributions positives. Et encore une fois, la grande différence, c'est que dans les années 2000, il y a eu donc la RSE, qui était un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, qui était un mouvement de régulation imposée. Qu'est-ce qu'ont fait toutes les grandes entreprises ? Elles ont créé des départements RSE et surtout en disant « surtout laissez-nous tranquilles et ne touchez pas trop à notre business model ». Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les entreprises qui veulent s'engager honnêtement dans cette démarche, veulent pas faire peinture sur crasse égale propreté. Elles veulent toucher à leur business model. Elles veulent remettre en cause leur classe d'actifs et leur participation. Elles veulent remettre en cause leur contrat de sous-traitance. Elles veulent remettre en cause les localisations, de savoir là où elles produisent. Pas parce qu'il s'agit de remplir des tableaux et de faire du ranking et de faire joli, mais parce que c'est une condition indispensable de leur raison d'être. D'ailleurs, dans raison d'être, il y a aussi la raison d'y être, au titre de la marque employeur, pour l'avenir. Est-ce qu'on est loin du simple good advertising, comme j'entends parfois ? Oui, parce que le good advertising est très lié à la communication. Et ce dont je vous parle, ça n'est pas que de la communication. La communication... Parce que c'est le danger, c'est que ça reste quelque chose de façade. J'affiche des jolis mots sur ma façade et on en reste là. Mais Aurélie, quand je vous dis qu'il faut changer les classes d'actifs, quand je vous dis qu'il faut là, changer... on est d'accord, on est sur quelque chose de fondamental. On est en train de parler de stratégie d'entreprise, dans laquelle la marque a un rôle majeur à jouer. Je vous explique en 2 secondes pourquoi. Parce que la marque est un levier de changement qui est en avance sur le réel. Donc la marque, elle a une double responsabilité aujourd'hui. D'une part, elle doit renouveler la consommation. On en a parlé tout à l'heure. Elle doit donner un imaginaire de remplacement de la consommation d'avant. La deuxième chose qui est absolument fondamentale par rapport à votre question, c'est que la marque, elle doit travailler sur le thème, sur la pédagogie de la valeur. Comme me disaient mes professeurs autrefois, la marque, c'est la marge. Ouais. Et donc, la marque, aujourd'hui, elle doit réhabiliter la valeur. Elle doit aider les entreprises à montrer qu'elles ont une valeur considérable et donc une marge, et les aider à dégager une marge considérable. Un des problèmes que l'on connaît aujourd'hui, les économistes en parlent mieux que moi, c'est l'idée que les marges ont tellement fondu dans les 20 dernières années, c'est qu'il n'y a plus de moyens d'investir. Il n'y a plus de moyens d'avoir cet engagement positif. Parce qu'on est à l'os, comme ils disent. Eh bien, il faut retrouver ces marges-là. Donc, il y a un chantier valeur à développer dans tous les secteurs de l'économie. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place ? Tout à l'heure, vous avez mentionné le mot créativité. Bon, à chaque fois, ça m'interpelle parce que si on me dit, en gros, quand même, il faut rationaliser et faire moins et faire plus durable, voilà. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la créativité dans tout ça, dans les métiers que vous faites ? C'est tout le défi. Dans nos métiers, le sujet, c'est de ne pas retomber dans l'information versus la communication. Jean-Marc Jancovici dit très joliment, il dit, bon, alors écoutez, on revient aux éoliennes et donc au solaire. Il faut bien comprendre qu'on revient aux énergies d'avant. C'est ça. Parce qu'il y a 200 ans, 100% de notre énergie était une énergie intermittente et c'était les moulins à vent. Il y avait 75 000 moulins à vent au XVIIIe siècle en France. Il ne faudrait pas que dans notre métier, en communication, on en revienne à nos moulins à vent. Et le moulin à vent, c'était l'information pure et simple, sans aucun imaginaire et sans aucune créativité. Si demain, de façon un peu austère, j'ai failli dire mormon, on vous dit que désormais, il faut ne prendre qu'une seule douche, fermer son robinet, etc., ça va être triste. On va aller dans un monde que j'appelle les tristus, et moi, je ne veux pas de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle notre métier a une responsabilité particulière qui est d'inventer un imaginaire. Et moi, j'aurais 25 ans aujourd'hui, je serais enthousiaste en disant, oui, la matière... Ça veut dire que vous ne l'êtes pas ? Je suis enthousiaste, mais j'ai plus 25 ans, hélas. Mais peut-être il y avait un doute. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Ça donne la patate. Non, mais vraiment, c'est important, ça. C'est de dire, est-ce qu'on va être capable de réussir à inventer ce qu'on peut appeler une néo-créativité qui va être décoiffante. Et nos organisations doivent s'équiper pour ça. C'est-à-dire d'avoir des profils qui relèvent ce challenge-là en disant, oui, on va sortir du cadre, parce qu'il y a trop de cadres aujourd'hui, il y a trop de... enfin voilà, vous connaissez ma position sur le pack office, le PowerPoint et les tableurs Excel. Je vous l'ai déjà dit ici, je préfère les tableaux de maître aux tableurs Excel. Merci beaucoup, Denis Gancel. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence W et que vous publiez Lettres d'adieu au marketing. C'est aux éditions Télémac. On marque une pause, on se retrouve juste après.